Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La sous-secrétaire d'État Uzra Zeya, actuellement en visite en Haïti, s'est entretenue avec le Premier ministre Ariel Henry mardi. La diplomate doit multiplier les rencontres avant son départ. Désignation par Washington de Kenneth Merton comme chargé d'affaires en Haïti. Le diplomate occupera ce poste en attendant la confirmation d'un nouvel ambassadeur par le Sénat américain. Une vive tension a régné ce mercredi à l'ALU. Des employés du service de l'immigration protestaient contre l'enlèvement d'un de leurs collègues. Une vive tension a régné ce mercredi à l'ALU suite à l'enlèvement d'un employé de l'immigration. Des protestataires ont érigé des barricades enflammées et lancé des pierres dans toutes les directions. Ils menacent de fermer les services de l'institution si l'employé n'est pas libéré. Une situation qui a perturbé les activités commerciales et la circulation dans toute la zone. Des unités spécialisées ont tenté de reprendre le contrôle de la situation, mais sans grand succès face à la colère des contestataires. D'autres en ont profité pour demander aux autorités étatiques d'assumer leurs responsabilités par rapport à la montée vertigineuse de l'insécurité qui empêche les citoyens de vaquer librement à leurs occupations. Les gangs de Village de Dieu et de Grand Ravine annoncent la fin de la terreur contre les citoyens. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le chef de gang Iso a tenté de justifier les violences, expliquant qu'il entendait réagir aux destructions des maisons des résidents de Martissan. Les forces de l'ordre ont, au cours des dernières semaines, détruit ces maisons abandonnées qui servaient de poste de tir aux snipers du gang. Iso dénonce les destructions comme étant illégales. Il met au défi les forces de l'ordre de venir l'attaquer dans son repère, tout en faisant valoir qu'il n'entend pas lancer d'offensive contre les policiers. Assurant qu'il n'entend pas prendre une position politique, il presse les autorités à réparer les routes délabrées du quartier. Il appelle les autres chefs de gang à œuvrer afin de contraindre le gouvernement à assumer ses responsabilités. Ce matin, la circulation automobile a repris à Martissan et aucun tir n'a été entendu. La pénurie de carburant provoque des pertes énormes pour les entrepreneurs dans le secteur du transport en commun en particulier et des dysfonctionnements dans les autres secteurs. Un chauffeur de mototaxi se plaint que la gasoline achetée sur le marché informel soit de mauvaise qualité. Il explique qu'il a dû ajouter des produits pour nettoyer le carburant. Un autre chauffeur, moins chanceux, a constaté une panne de moteur. Dans certains quartiers de Carrefour, le gallon de gasoline se vend à 450 gourdes. Les chauffeurs ont augmenté le tarif du transport dans plusieurs circuits. Dans la région métropolitaine, les circuits de 10 gourdes sont passés à 15 gourdes. Les marchandes répercutent les hausses sur les prix de produits de première nécessité. Le chef du parquet a réalisé des interventions publiques pour confisquer le carburant et les matériels de vente dans les rues. Désignation de Kenneth Merton comme chargé d'affaires en Haïti. Le diplomate est un fin connaisseur de la situation haïtienne et le département d'État entend profiter de son expérience dans un contexte difficile, selon l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Il sera chargé d'affaires en attendant la confirmation d'un nouvel ambassadeur par le Sénat américain.
La sous-secrétaire d'État Uzra Zeya, actuellement en visite en Haïti, s'est entretenue avec le Premier ministre Ariel Henry mardi. Ils ont discuté du dialogue inclusif à travers l'accord, de l'aide d'urgence du gouvernement des États-Unis à la police pour lutter contre l'insécurité, du problème migratoire et des prochaines élections, a révélé l'actuel chef du gouvernement sur son compte Twitter. Uzra Zeya a également rencontré au cours de la journée le ministre de la Justice, Litz Kittel, et abordé avec lui la question de la coopération judiciaire et de l'application de la loi. En outre, elle a eu un entretien avec le directeur général de la PNH, Léon Charles, pour l'assurer du soutien du département d'État au renforcement de la police communautaire et de la capacité de renseignement de l'institution notamment. Démanteler les gangs qui exercent la violence est vital pour la stabilité d'Haïti et la sécurité des citoyens, a insisté la diplomate qui a révélé que les États-Unis ont engagé 15 millions de dollars afin d'aider à réduire la violence des gangs et améliorer des infrastructures correctionnelles. La sous-secrétaire a enfin visité l'académie de police où elle a pu rencontrer des cadets. Uzra Zeya doit ensuite se rendre au Panama où elle participera dans les prochains jours à une rencontre importante pour la sécurité régionale. L'ancienne conseillère électorale Yolette Mingual juge les élections possibles au deuxième trimestre 2022 si les nouveaux conseillers électoraux prennent en compte les travaux réalisés par leurs prédécesseurs. 2 ans sans institution, c'est trop, a-t-elle estimé ce mercredi pendant la rubrique Le Point, se disant inquiète pour la démocratie. Question de sécurité à ta en priorité, mais élections sont l'autre priorité tout. Donc, il y a 2 décisions qui pour t'apprendre. C'est mettre des mécanismes qui pourraient mener dans l'amélioration des conditions sécuritaires là, et puis processus électoral là. Parce que nous avons presque 2 ans depuis que la démocratie apprend pas ta souhait en Haïti. Ou pas aucun parlement qui est une institution de contrôle de l'action gouvernementale. C'est pour le gouvernement mettre les bouchées doubles pendant le travail sur question sécurité et puis commencer, Jean l'a fait là, et entamer le processus de désignation des membres du conseil électoral qui va le gagner pour faire élection. Jean pays ça est là ou pas qu'à faire élection sans que pas gagner une décision qui prend en matière de sécurité. Donc, on t'a dit une adéquation entre les deux. Sécurité, élection. Élection, folle jeune sécurité pour le réaliser. Donc, si le processus électoral là, il commence à entamer, donc, il a de bon ton que le gouvernement consentit des sacrifices énormes pour la population satisfaction en matière de sécurité. On pense que si on tenu compte de travail qui est déjà fait, mise en place qui est déjà fait, et bon côté ancien conseil électoral là, et il y a des travaux qui est déjà fait, il y a un pile d'argent qui est dépensé dans ce sens. Si on a tenu compte de travail qui est déjà fait, et puis le gouvernement d'accord pour prendre et question sécurité en main, côté justement, dans 6 mois à venir, on pourra sentir une population qui est assez sereine pour l'entrer dans le processus, pourquoi pas. Mais si ça n'est pas capable de faire, si pourquoi il y a un lien qui dit sous question insécurité, ou pourquoi parler de l'élection, tenu compte de travail qui est déjà fait, après évaluation bien sûr, et puis mettez des mécanismes dans la question sécurité, prendre des décisions fermes sous question, côté population senti vraiment une amélioration dans les conditions de la ville par rapport à l'aspect sécuritaire. Donc, nous obligés à faire élection, son passage obligé. J'aime te dire tout à l'heure, 2 ans sans des institutions, ou pas dans la démocratie, ou pas dans l'état de droit.
Les victimes du séisme du samedi 14 août dernier qui se trouvent dans le grand sud du pays et notamment à Port-à-Piment vivent dans des situations précaires. Le Bureau des avocats internationaux monte au créneau pour dénoncer cette situation et demande aux autorités concernées de prendre leurs responsabilités. L'avocat Mario Joseph explique que les aides venues de différentes organisations nationales et internationales n'ont pas touché les zones les plus reculées. Suivez ce compte-rendu de Rudolf Pierre-Louis. La situation du Grand Sud, frappée par un séisme le samedi 14 août, a presque totalement disparu de l'actualité. Est-ce parce que les victimes vivent mieux à présent ou parce que la politique prend une fois de plus tout en otage? Déjà 2 mois depuis la catastrophe et rien n'a changé, du moins dans certaines zones, notamment à Port-à-Piment, où le Bureau des avocats internationaux a effectué une visite. Les abris sont très inconfortables, des citoyens passent leur nuit dans des cimetières. Bref, le directeur général du BAI dresse un triste tableau de la situation dans cette commune. Mario Joseph va jusqu'à mettre en question la responsabilité des autorités locales. On a parlé d'abord avec le magistrat communal. Mais ce qui est important, j'ai l'impression, en pile là-dedans, pas qu'on ait rôle en tant qu'autorité. Parce que ça, c'est un bail qui est grave dans le pays. En pile, monde prend un poste chef, mais pas qu'on ait poste ou prend, il gagne une responsabilité. Je ne veux pas dire pour d'autres qu'on a prendre droit, même avec nos autres avocats, mais il faut qu'on ait que le job là, il gagne une responsabilité. Donc, problème, c'est pour me dire qui ça. Problème logement, il pose un gros problème généralement dans Port-à-Piment. Les aides ne manquent pas, mais la distribution est une autre paire de manches. Dans les zones les plus éloignées, des victimes ne savent plus à quel sens se vouer. Les conditions de vie sont précaires à un moment où les acteurs politiques les plus haut placés, poursuit l'avocat, semblent oublier la situation déplorable dans laquelle se trouvent ces citoyens. Des promesses de construction d'abris provisoires ont été faites, mais jusqu'ici, cela n'a débouché sur rien de concret, déplore Mario Joseph qui pointe une nouvelle fois du doigt les autorités gouvernementales. L'État vient de rôle, même si ce n'est pas l'État qui a provoqué le tremblement de terre, ce n'est pas l'État qui a provoqué le cyclone, mais il a une responsabilité pour Mounio et côté il y a priorité là, jusqu'à ce que l'État fait plan pour bailler l'autre côté si l'État pour gagner si caillou est écrasé, il pas qu'à retourner dans caille côté hier. Notez qu'il y a gagotte qui était faite en 2010. C'est même gagotte ça qui a fait en bas. 2 mois après le passage du séisme du samedi 14 août dernier, les citoyens du Grand Sud, notamment ceux de Port-à-Piment, continuent de vivre des situations critiques, confirme le numéro 1 du Bureau des avocats internationaux. Maître Mario Joseph tire la sonnette d'alarme et lance un appel aux autorités étatiques en vue de mettre de côté leurs intérêts politiques et d'assumer leurs responsabilités. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Vendredi dernier, nous avons réalisé une interview très intéressante avec notre conseiller juridique, maître Patrick Laurent. Des difficultés ont fait que cette interview n'est pas passée vendredi. Nous vous invitons à l'écouter aujourd'hui. Le domaine judiciaire a été assez riche ces derniers temps. Plusieurs choses se sont passées. Nous avons demandé ce soir à notre conseil juridique, maître Patrick Laurent, de nous apporter ses lumières sur les quelques questions que nous allons lui poser. Bonsoir, maître Laurent. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. OK. Et Maître Laurent, plusieurs petites questions rapides. D'abord, on a fait de réquisitoires supplétifs qui disparaissent. Bon, d'abord, c'est quoi un réquisitoire supplétif et en quoi est-ce une pièce importante? Alors, ce qu'on voit de réquisitoire, alors le réquisitoire, c'est une demande
une demande produite par le commissaire du gouvernement devant un tribunal. Maintenant, le cas qui nous préoccupe, ce réquisitoire, c'est comme la saisine du juge d'instruction. Sans ce réquisitoire, le juge ne peut commencer son instruction. Donc, le premier réquisitoire s'appelle un réquisitoire d'informer. C'est une demande à l'ouverture d'une enquête produite par le commissaire du gouvernement à l'issue de la perpétration d'une infraction, plus particulièrement d'un crime. Maintenant, le réquisitoire supplétif, ça veut dire une demande supplémentaire, une demande additionnelle, parce que le commissaire du gouvernement, dans le cours de l'instruction, a pu trouver des informations additionnelles et demandant au juge d'instruction d'ouvrir une fenêtre dans un champ quelconque. Par exemple, un fait est commis, un crime est perpétré, le parquet a saisi le cabinet d'instruction, son premier réquisitoire qui s'appelle le réquisitoire d'informer, et au cours de l'enquête, il a pu trouver d'autres informations, des informations additionnelles, ou bien que le juge d'instruction s'apprête à clôturer son enquête et que le commissaire du gouvernement estime qu'il y a un champ qui n'a pas été exploré, au lieu d'émettre son réquisitoire définitif, il émet un réquisitoire supplétif qui demande au juge d'instruction de continuer son enquête, de prioriser tel ou tel champ, telle ou telle fenêtre, ou telle personne qui n'a pas été entendue, ou tel témoin qui n'a pas été entendu, et que le commissaire du gouvernement estimerait nécessaire qu'il serait bon pour l'enquête d'entendre telle ou telle personne, après son réquisitoire d'informer, avant de rendre son réquisitoire définitif, demande au juge d'instruction d'explorer tel champ, d'explorer telle piste. Très bien. Donc, bon, c'est une demande additionnelle. Additionnelle, c'est parfaitement clair. Mais ce réquisitoire supplétif, ça concerne l'enquête sur l'assassinat du président, n'est-ce pas? Bon, ok. Alors, c'est général, mais comme dans un cas précis, il y a l'enquête du président, le commissaire du gouvernement avait saisi le cabinet d'instruction par un réquisitoire d'informer, et après quelques temps, il estimerait important qu'il a pu trouver, selon lui, des informations importantes pour l'enquête, des informations additionnelles, des informations qu'il ne disposait pas avant. Donc, il a jugé bon de prendre un réquisitoire supplétif, c'est un autre réquisitoire additionnel, disons une demande additionnelle d'information et d'explorer telle autre piste ou d'entendre telle ou telle autre personne. Et à ce moment-là, on dit ce réquisitoire prend le nom de réquisitoire supplétif. Oui, alors c'est ce réquisitoire qui a disparu. Bon, je ne sais pas si ce réquisitoire aurait été disparu, mais toujours est-il, sur le plan administratif, si d'aventure que ce réquisitoire serait disparu au niveau du cabinet d'instruction pour une raison ou une autre, le parquet, à son accusé de réception, peut toujours reproduire ce réquisitoire. Parce qu'au fait, ceci n'est pas véritablement un problème majeur. Okay. Si c'était le réquisitoire d'informer, on aurait pu comprendre. Parce que le réquisitoire d'informer est le mandat du juge. C'est lui qui donne le juge une certaine compétence pour commencer son enquête. Mais maintenant, si c'est un réquisitoire supplétif, le parquet pourrait toujours reproduire ce réquisitoire et acheminer au cabinet d'instruction. Et même le juge d'instruction, sans ce réquisitoire supplétif, si dans son enquête, il arrive à découvrir d'autres informations, des éléments, des indices suffisants et concordants sur une personne qui n'a pas été visée dans le réquisitoire d'informer, le juge d'instruction pourrait toujours instruire contre cette personne. Pourquoi il est très important pour retenir? Le juge d'instruction ne saisit pas seulement une personne, souvent une personne. C'est-à-dire quand le commissaire du gouvernement demande d'instruire contre Bernaud, par exemple, sur un fait, mais le juge d'instruction ne va pas s'arrêter à Bernaud, qui est dénoncé dans le réquisitoire d'informer du parquet, mais comme il est saisi in rem sur les faits,
les faits peuvent lui conduire vers d'autres pistes, vers d'autres champs, vers d'autres personnes. À ce moment-là, il va conduire son enquête contre ces personnes et qu'il estimerait importante dans le cadre de l'enquête qu'il est en train de mener. Très bien. Donc, en d'autres termes, la disparition de ce réquisitoire, c'est pas tellement grave. Oui, je peux le dire parce que déjà, le parquet est là. Oui. Donc, il y a l'accusé de réception. Oui. Le parquet pourrait toujours reproduire le réquisitoire. Oui. Il faut dire que le parquet est un individu. Quand on parle de parquet, on ne parle pas vraiment d'une personne, de l'institution. Oui. Si le commissaire qui était là avant n'est plus, celui qui est revenu continue le travail. Oui, oui, c'est ça. Bon, très bien. Et autre point important, Maître Laurent, l'ex-première dame, Martine Moïse, a été entendue par le juge d'instruction. Après cette audition, nous venons apprendre que Mme Moïse s'était constituée partie civile. Question d'Alain Memposo, là, c'est quelle différence y a-t-il entre se constituer partie civile et porter plainte? Ok, là c'est très important. Premièrement, c'est que les autorités là, les autorités comme plaignant, comme victime, qui subit une infraction. Oui. L'aller pour le tribunal là, juge d'instruction, information qui ça le connaît de infraction ça, qui ça le connaît de faire. Vous allez même considérer comme un témoin privilégié. C'est ça. Et à partir du moment il constitue partie civile, ça veut dire qu'ils sont partis dans le procès. Il finit pour défendre l'intérêt civil. Donc en général, il positionne pour la demander réparation, l'aile est arrivée. À partir de ce moment, il dit partir au procès. Vous pouvez bien comprendre. Il y a deux parties dans le procès avant. Partie principale là, c'est le commissaire gouvernement. Partie poursuivante, les équipés, c'est la défense. Et pour il y a une partie civile, c'est une action qui est accessoire à l'action principale. Il doit quitter le procès à fait. Il doit quitter l'enquête à fait. Il va gérer les tribunaux qui condamnent les salles, pour action en réparation civile possible. Il y a lui-même qui choisit, depuis le tribunal, depuis l'instance criminelle là, il constitue une partie civile. À partir de ce moment, que le constitue partie civile, il n'est pas qu'à témoin encore dans l'instance ça. Parce qu'en Haïti, la jurisprudence haïtienne consentit, nul ne peut être témoin de sa propre cause. À partir du moment où il y a le constitué partie civile, il n'est pas qu'à témoin dans le procès encore. Très intéressant ça. Alors maintenant, quelle différence qu'il y a entre se constituer partie civile et porter plainte? Ok, vous devez porter plainte. Pour les gens qui font bagage, qui protègent son crime, soit le volet, soit le faux contour, soit les tout le monde, pour porter plainte, c'est pour dénoncer ça à la justice, ou pour faire devant la justice, et que le commissaire gouvernement capable d'analyser pour que ce soit une infraction, mais action publique en mouvement. Ou bien si c'est le cabinet d'instruction pour porter plainte directement, le juge d'instruction communiquer dans le parquet, ou parquet va l'histoire d'informer pour commencer à instruire. Les gens sont simples plaignants. Mais quand on est là, l'on constitue partie civile pour une partie dans le procès. Mais ça va risquer de péril tout. Si on est là, on peut nous voter le côté. Les juges ou bien les institutions va être insuffisants et concordants contre nous, il y a un lieu. À ce moment, nous, côté votre formel contre eux, il y a un contour en dénonciation calomnieuse. C'est ça, c'est ça. Donc, et puis peut-être constituer partie civile, c'est à vos risques et périls. D'accord. Mais l'autre grosse différence là, si bien comprendre ça, on peut expliquer nous, c'est que l'on porte plainte ou bien droit témoin. Oui, ça va pas. Alors que c'est premier témoin, c'est deux premiers témoins qui ont une infraction commettre. Généralement, c'est le monde qui commet l'IA et le monde qui subit l'infraction. Et la victime, oui. D'accord. Donc maintenant, à partir du moment où on vient dans le procès, ou
ou venez dire que bon, moi-même, je suis parti dans le procès, c'est un parti accessoire au parti civil, ou va venir dans le procès sur parti tout, ou va venir produire demande pas, surtout ces demandes qui ont aspect de dommages et réparation, mais ça, il n'y a pas catégorie encore, parce que la législation haïtienne dit, on ne pas qu'à témoin dans propre cause pas. Wow! Est-ce que Haïti, c'est le seul pays qui gagne ça, ou bien c'est tous les pays de droit latin qui gagnent même attitude ça? Pas forcément, mais par contre, par exemple, si nous avons au Canada, au Québec, qui a le droit pénal, c'est qui sous-calque sur le même baril par contre, même prévenu capable de témoin. Parce que son témoin, je considère comme témoin. Plaignant capable de considérer comme témoin. Mais en Haïti, plaignant comme témoin, mais il ne faut pas constituer partie civile. Il faut qu'il n'y ait pas une partie au procès. Il faut rester le stade, plaignant et ça là pour témoin. Et témoin est très important. Parce qu'il y a capable de tenir sur la foi de serment. D'accord. Mais à partir du moment où il y a là, les parties civiles, si le juge d'instruction veut tenir encore, ou bien si le tribunal criminel, il va attendre, il va attendre la témoin. Ça ne veut pas prêter serment pour dire la vérité. Parce que le pas qu'à témoin ne pose pas, il va attendre seulement à titre de renseignement. Ah, ça c'est des nuances que faut qu'on à l'école pour qu'on ait, oui. Bon, oui, c'est très important. Ça fait qu'on ait des avocats, des pénalistes qui pas choisi pour tes parties civiles au commencement. Ils vont quitter le procès à dérouler net. Qui te plaignant film déposé comme témoin sur la foi de serment. Parce que l'on déposé sur la foi de serment, ça dit à résumé exact. Bien sûr. Parce que la justice, pour le condamner, de ce témoin, qui ouais, qui t'étendait. Et laisse ça, après le film déposé, laisse ça avocat qui doit venir le constituer partie civile. Très bien. Mais le fait que le constituer partie civile, il là, depuis le cabinet d'instruction, et ex-première dame n'a pas jamais capable de témoin dans le procès ça encore. Et si on attend comme témoin sur la foi de serment, son procès qui risquait de casser dans la cassation pour ça. Pour vice de forme, oui. Bon, eh bien. Oui, parce que le pas c'est ça. On partit comme témoin. OK. Eh bien, on espérait que ça voulait dire que pendant le temps, Mme Moïse s'est passée dans le cabinet d'instruction, que le temps dit tout ça, le pour le dire en tant que témoin, et que elle a vidé son sac complètement, et que donc pas de nécessité pendant le procès pour la témoigner encore. Non, mais non. OK, doyen tribunal criminel là, qui a un pouvoir discrétionnaire, l'ICA relève pour le tendre à titre de renseignement. C'est que nous avons une information, mais ça l'a dit à pas une force probante. C'est comme si nous avons dit ça l'a dit à pas un moyen de preuve. Parce qu'on connaît une mode de preuve, c'est témoin. Comme il passe partie civile, ça l'a dit à là, pas un témoignage. Là, c'est une forme, on sait renseignement, on sait information. Bon, c'est lui-même avec avocat pour qui ça que vous constituez partie civile. Déjà, depuis le cabinet d'instruction, mais quand même, c'est un risque au stade des débats. Voilà, c'était Maître Patrick Laurent, notre conseiller juridique ici à Métropole, qui faisait le point sur un certain nombre d'aspects de la justice en Haïti, en nous expliquant bien clairement les différences qu'il y a entre ceci et cela. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.